Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Les Voix de l'Indépendance. Et dans le podcast d'aujourd'hui, on découvre une nouvelle voix, Clément Godard. Alors Clément, bonjour. On est super content de te recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast qui sera, on espère, le premier d'une longue série. Clément, on va commencer tout de suite par le top 60, où tu as exactement 1 minute pour nous présenter ton activité. Très bien. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On va mettre le chrono. C'est parti. Ok, très bien. Donc enchanté, je m'appelle Clément Godard, je suis entrepreneur depuis 6 ans maintenant, j'ai créé plusieurs structures, certaines qui ont réussi, d'autres qui étaient un peu plus compliquées que j'ai dû arrêter. Actuellement, je suis donc fondateur de The Marketplace, qui est une entreprise qui propose de découvrir le trading de façon plutôt ludique, ou en tout cas plus accessible qu'il n'y paraît. C'est souvent un monde qui a l'air un peu élitiste ou un peu fermé, et justement on montre que ça peut être beaucoup plus sympa qu'il n'y paraît dans le cadre d'événements et de formations en ligne notamment. Voilà, je me suis aujourd'hui associé à un organisme de formation à haut niveau, FWA, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la formation et donc de mon côté aussi de déléguer et de me concentrer sur d'autres activités. Notamment quelque chose qui me fait très plaisir en ce moment, j'aide les petits commerces de quartier, donc vraiment une activité qui n'a rien à voir, je les aide à se mettre en ligne, un site web, Facebook, Instagram, Google, tout ça à prix complètement cassé justement pour contrecarrer un peu les prix et les marges des agences. Super. Alors magnifique, hein. On est complètement dans le timing. Regarde-moi ça, on a le bip de l'alarme. Très bien, on reviendra sur ton activité un peu après. Et d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton rapport à l'entrepreneuriat. Donc pour toi, être entrepreneur, qu'est-ce que c'est concrètement ? Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Beaucoup plus que des actions, c'est-à-dire qu'on peut être entrepreneur en fait, de plein de façons différentes. Le mot en fait c'est entreprenant, c'est-à-dire que sans forcément créer une start-up ou créer une entreprise ou quoi que ce soit, déjà avoir la démarche de gérer des projets, de se lancer dans quelque chose, ça peut démarrer de façon très simple en fait. Créer un événement, faire organiser une soirée, quelque chose comme ça pour ses amis, en fonction de la façon dont il s'y prend, ça peut devenir quelque chose de très grand. C'est quelque chose que j'ai vécu d'ailleurs ces derniers temps. J'ai commencé à faire des soirées en appartement et maintenant je commence à voir qu'il y a un modèle qui peut prendre, où je commence à louer des lieux, où je commence finalement à faire quelque chose de beaucoup plus professionnel avec une billetterie, etc. Et petit à petit, je me retrouve propulsé dans le monde de la nuit, alors que jamais je me suis posé en me disant bah tiens, je vais créer une entreprise d'événements. D'accord, c'est une autre activité que tu es en train de développer en voilà, plus. mais je sais pas. Par la force des choses. Quoi. Voilà, c'est ça. Je peux pas te dire tiens, c'est vraiment une activité que je vais développer à fond. Mais en tout cas, juste en étant entreprenant, on peut démarrer ou non des choses comme ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un état d'esprit plus que des actions. Si vous avez l'état d'esprit, vous pouvez entreprendre en fait dans plein de choses différentes, soit dans votre quotidien, soit sur des idées qui peuvent percer. Ok. En parlant d'idées justement, pour toi, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une idée innovante pour créer une entreprise ? Ça, c'est un petit peu un mythe. Bien sûr que c'est mieux, on va pas se le cacher. Il y a toujours des idées innovantes, il y a toujours des choses à trouver, ça aide beaucoup. Par contre, ça reste un mythe parce que c'est pas nécessaire. Les idées, elles viennent toutes seules. On a l'image d'un entrepreneur qui est un peu bloqué, par exemple, qui va se dire tiens, j'ai de l'argent, je suis prêt à faire un business plan, je sais entre guillemets quoi faire, il me manque juste une idée. Mais ça, c'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, c'est une personne qui n'a pas l'esprit entreprenant. Parce que quand on commence à entreprendre, au contraire, on se rend compte que des idées, on peut en avoir 5, 10, 15 par jour. C'est pas ça du tout qui manque. Comme j'ai dit, ça peut être des choses vraiment très simples à mettre en place au quotidien, des petites choses, des petits aspects, ne serait-ce que faire un podcast, finalement, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Et ça commence par un petit enregistrement, finalement. Juste l'envie de partager, de créer du contenu, de créer de la valeur. Et en fait... à force de faire des choses, on peut voir ce que ça donne. Ouais, c'est clair. En fait, moi, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, donc je te pose cette question parce que souvent, j'entendais autour de nous justement ce truc de dire j'ai pas d'idée, donc je peux pas monter d'entreprise. Mais en fait, le gars qui ouvre sa supérette, il a pas une idée innovante, quoi. Non. Il monte son entreprise, elle fonctionne aussi, mais il reste entrepreneur, quoi. Ouais. Faut que les gens soient rassurés là-dessus, vraiment, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. S'ils ont pas d'idée et si pour eux, alors là je vais peut-être être un peu cash, si pour eux le fait de ne pas avoir d'idée c'est un argument, je pense qu'ils sont juste pas prêts en fait. Ils sont pas prêts à entreprendre parce qu'ils imaginent l'entrepreneuriat comme quelque chose de très carré, où il faut être posé, il faut bien avoir coché toutes les cases, ça y est j'ai mon idée, ça y est j'ai ça, je peux y aller. Mais non, c'est plus une excuse. Ouais. Une excuse pour pas démarrer. Ok, ça marche. Souvent, on voit des gens, des success stories de gens qui ont pas fait d'études, etc. Est-ce que tu penses que les études, c'est nécessaire, obligatoire ? Est-ce que tu penses que c'est utile ou non
Et si oui, est-ce que ça vaut le coup de payer 15 000 euros son école de commerce? C'est intéressant, il y a plusieurs questions là. Ouais. Et je peux le constater, en plus, mon premier projet d'entreprise il y a 5 ans, donc j'ai commencé l'auto-entrepreneuriat il y a 6 ans, et puis il y a 5 ans j'ai créé une SARL dans l'événementiel professionnel d'ailleurs à l'époque. T'as quel âge, Et toi? j'ai 25. Ok. Et justement à l'époque, il y a 5 ans, on était 5 associés, et tous avec des formations, des parcours différents, et surtout il y en avait donc une personne qui avait juste le bac, une personne qui n'avait même pas le bac, et en fait ces personnes-là étaient parmi les plus actives, les meilleurs vendeurs, etc. Donc, d'une part, oui, j'ai cet argument, enfin pas cet argument, mais en tout cas cet exemple, que effectivement les études ne sont pas forcément nécessaires ou obligatoires pour entreprendre. Par contre, ce que je constate, c'est que derrière, ça aide beaucoup et ça change complètement. C'est-à-dire que je vois vraiment la différence en termes de production, de qualité, d'écrit, d'ouverture, de plein de choses en fait, entre ceux qui ont fait, par exemple, disons jusqu'à Bac+3, et d'autres. Je pense que la vraie plus-value, elle se fait jusqu'à Bac+3. D'accord. Et pour la deuxième partie de ta question, Ouais. du coup, au-delà de Bac+3, c'est là en plus d'ailleurs, c'est les années les plus polyvalentes en général, quoi qu'on fasse, que ce soit un IUT, que ce soit un BTS ou une fac ou une école, c'est les années où on apprend le plus de choses assez polyvalentes et ensuite on se spécialise en Ouais, c'est master clair. par exemple, Bac+5, etc. Et là, je pense que pour être entrepreneur, c'est pas forcément intéressant. Ouais, c'est ça. En Parce fait, le bac+5, il sert surtout à des fins d'employabilité, C'est ça. au final. Oui. Bac+3... C'est pour cocher une case en plus, Ouais, comme c'est je ça. disais tout à l'heure. Exact. Voilà. D'accord. En soi, ça dépend ce qu'on appelle utile en fait. Ouais. Si c'est pour être employé, oui, c'est bien. Si c'est pour développer votre réseau, oui, c'est bien. Si c'est pour apprendre des choses en plus, c'est bien. Par contre, je ne suis pas sûr que, donc, quand on voit le prix des écoles aujourd'hui, entre 5 et 15 000 euros l'année, je ne suis pas sûr que ce soit plus pertinent de faire une école pour avoir un diplôme plutôt que de vous payer, vous, de votre côté, une formation web marketing, si vous voulez, à 1 000 euros en ligne ou même des choses beaucoup plus simples. Il y a plein de MOOC, il y a plein de choses gratuites en ligne. Donc à partir de Bac+3, je considère que ça peut ne plus être très intéressant. C'est vrai qu'en plus, excuse-moi, je te coupe, mais Non, c'est vrai que on a beaucoup plus de mal à lâcher 1 000 euros pour une formation qu'à lâcher 8 000 euros pour une année d'études. ouais, Ce qui est complètement paradoxal parce que dans l'année d'études, tu n'apprends pas forcément des choses qui sont toujours très ni pertinentes ni intéressantes. oui. Et Et je pas pense que forcément dans le meilleur cadre en plus. Ouais, c'est vrai. Et je pense, oui, aussi. Et je pense que c'est très lié au fait de dire j'ai le tampon de l'État. Tu vois. Oui, clairement. L'État a dit que c'était une bonne formation, j'écoute l'État, ça me convient, tu vois. Mm. Ce qui est un peu paradoxal, puisque quand tu es entrepreneur, justement, normalement, l'idée c'est de se libérer un peu de toutes ces règles et de toutes ces emprises, quoi. Je sais Bah, pas, qu'est-ce que tu en penses? c'est clairement ça. C'est des gens qui n'ont pas l'état d'esprit et qui essayent de se rassurer justement Ouais. avec ce Bac+5. Et ouais, ces formations sont plus forcément très pertinentes, mais malgré ça, je regrette pas du tout. Mais donc là, je viens de finir mes études, là, c'était en juin. J'avais commencé mes activités entrepreneuriales à côté. Et je regrette quand même pas, même si évidemment ça a coûté cher. Et puis j'ai quand même eu la chance donc, d'avoir des parents qui m'ont aidé. Mais malgré ça, je regrette pas. Je regrette pas non plus la situation donc, pour tout le foyer dans laquelle ça nous a mis, où j'ai dû travailler aussi, participer, etc. à côté, en parallèle. Parce que j'ai fait des rencontres incroyables, on crée des liens très forts. Et on ne sait pas, peut-être que ces liens, et d'ailleurs ça a déjà été le cas quand j'ai fondé Marketplace, c'était avec un associé qui était dans ma classe. Et puis là aujourd'hui encore au quotidien, donc je rencontre plein d'entrepreneurs dans cette école. Je donne même maintenant des cours dans l'école que j'ai quittée il y a 6 mois. Et peut-être que ça ne serait pas arrivé, sûrement même ce ne serait pas arrivé, si j'avais pas continué en fait pendant 2 ans à créer du lien, créer du réseau, être à tel événement, être à tel endroit, rencontrer telle personne. Et qui sait, peut-être que dans 4-5 ans, il y aura une personne de cette école que j'aurai rencontrée, ou un intervenant, ou qui que ce soit, quelqu'un de l'administration, qui pourrait être un de mes clients ou un de mes partenaires et qui pourra me rapporter beaucoup plus que 15 000 euros finalement, le prix sur 2 ans. Justement, on dit qu'un bon entrepreneur doit savoir s'entourer. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Selon toi, pourquoi c'est important? Comment on choisit bien son entourage? Et surtout, comment on fait pour rencontrer des gens, pour se faire du réseau? C'est compliqué cette question d'association parce que déjà ça dépend de chaque profil, c'est un peu comme un mariage en fait. Je parle pas forcément de l'association juridique etc. avec les statuts, mais ne serait-ce que rencontrer une bonne personne avec laquelle on va travailler, c'est déjà assez compliqué. Je pense que
soit ça se fait naturellement de circonstances, parce que vous avez un peu les mêmes idées, les mêmes avancées au même moment, et vous avez l'envie surtout, chacun a ses passions ou ses compétences à mettre en œuvre pour le projet et à partager. Donc ça, en général, ça peut se faire naturellement, tant mieux, je pense que c'est comme ça que ça marche le plus. Et ensuite, une fois que cette base solide est faite, là, il faut mettre le cadre juridique, le cadre légal, parce que c'est justement, on a tendance peut-être à trop se faire confiance si jamais on rencontre un ami, un proche, etc. Ça se passe bien. Et faut pas oublier justement le côté négatif. On a tendance à dire que ça n'arrivera pas, etc. On se fait confiance, mais ça peut toujours arriver, ne serait-ce que par prévoyance. Il y a un accident imprévisible pour l'un, pour l'autre. Ça peut poser problème. Pour recentrer sur la question, sinon, donc c'était comment rencontrer du monde. Ouais. Et puis, je continue juste un peu sur avant. À l'inverse, certains vont essayer de chercher, notamment avec des plateformes, l'associé idéal qui correspond à tous les critères. C'est vraiment une approche très différente. Il y a des plateformes qui existent pour ça? Oui, alors je sais qu'il y en a qui sont nés, il y en a qui qui sont mortes. Ouais, qui sont mortes aussi. Il y a 5 ans en tout cas, j'en voyais pas mal. Je sais même pas s'il y a besoin de plateforme aujourd'hui, vu qu'il y a déjà beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de partages. Les gens le font naturellement, il y a des événements. Bon, je réponds un peu aux 2 questions. En fait, comment rencontrer des gens, c'est ça, c'est juste sortir chez toi, avoir la démarche entreprenante, justement, parler de son idée. Justement, il y a un autre mythe, beaucoup de gens ont peur de parler de leur idée, comme quoi on va la piquer, etc. Mais déjà, c'est sûr que sur Terre, d'autres personnes ont votre idée, enfin, on est des milliards. Et puis l'idée ne vaut rien, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites avec cette idée, comment vous l'exécutez, à quel moment vous la lancez. Il y a plein de gens sûrement qui ont des idées pour faire un podcast. Enfin, je prends cet exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Comme j'ai dit, ça peut être juste faire une soirée, organiser telle ou telle chose. Ça peut devenir quelque chose. Mais il y a sûrement plein de gens qui se disent « Oh, j'aimerais bien faire ça. Oh, j'aimerais bien être influenceur. Oh, j'aimerais bien faire ci. Oh, j'aimerais bien travailler, je sais pas, dans l'automobile ou dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. » C'est ça le problème. Ouais. Ils ont l'idée et finalement, ils se lancent pas. Et donc, ils ne vont même pas tester quelque chose. Ils ne vont même pas au peu d'événements qui peuvent concerner leur idée, et donc ils rencontrent pas les bonnes personnes, et donc leur idée n'est pas stimulée, et donc ils se lancent jamais, et ils trouvent jamais leur associé, etc. C'est de la peur au final. Oui, peut-être. Ou d'autres choses, on sait pas, il y a plein de raisons. Est-ce que tu penses que c'est lié... Est-ce que déjà tu penses que c'est très français, et que c'est lié à l'éducation depuis l'enfance, à savoir, tu sais, cette peur de l'échec, faire attention à pas faire d'erreurs, etc. C'est ce qui se dit, c'est le genre de choses qui tournent beaucoup sur LinkedIn, des petits mèmes, etc. Voilà, un enfant qui marche sur un muret, voilà, on la connaît, je pense, l'histoire aux États-Unis, l'enfant tombe, voilà, les parents vont dire au moins t'auras appris. Et en France, on a tendance à dire attention, ne monte pas sur le muret, tu vas te blesser, etc. On va le faire descendre. C'est peut-être vrai, mais honnêtement, non, je pense pas que ce soit typiquement français. D'accord. Je pense que c'est d'ailleurs encore une fois une excuse. Ouais. En fait, une excuse un peu sociologique de se dire putain, en France c'est compliqué sur plein de... Ça c'est une excuse d'ailleurs qu'on peut retrouver sur plein de strates. En France c'est compliqué de trouver des fonds, en France c'est compliqué de trouver des clients, en France c'est compliqué d'avoir un échec, en France il faut avoir un diplôme, etc. etc. Mais en fait c'est pas vrai. On a plein de contre-exemples, il y en a des dizaines, des centaines. Forcément il y a moins de success stories qu'aux États-Unis, mais en même temps on compare la France aux États-Unis, enfin c'est l'exemple en général, mais c'est pas du tout la même population, c'est pas du tout le même marché de niche, ne serait-ce que la barrière de la langue en fait en Europe où tout de suite il y a des complications si on veut s'étendre. Aux États-Unis ça va beaucoup plus vite. Donc on a cette excuse un peu de la France, mais c'est pas forcément la France, c'est juste que le marché est différent, les actions sont différentes, et non, je pense pas que ce soit de l'éducation ou autre. J'aimerais parler un petit peu de certaines choses qui peuvent être des fois mal perçues, mais moi ça me plaît. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Et pour être un peu plus précis, est-ce que tu penses qu'être entrepreneur, c'est synonyme de bien gagner sa vie ? C'est quoi bien gagner sa vie ? Je pense que c'est quand tu peux te permettre d'aller voyager sans avoir à compter, je pense. Okay. Mais c'est ma définition. Ouais, c'est intéressant. Il y a plusieurs questions là aussi. Ouais. N'hésite pas à me recentrer. Mon rapport à l'argent, pour moi, il est secondaire. Je cache pas qu'il est important pour moi et que bien sûr j'ai des projets audacieux ou ambitieux. Certains peuvent trouver fous, bref, mais en tout cas c'est des projets que je peux avoir.
Donc oui, j'aurai besoin d'argent et effectivement il en faudra et je compte en gagner beaucoup, c'est clair et net. Par contre, je me satisfais déjà en fait de voir des sommes que j'ai et qui croissent et qui ont une perspective. Bien plus qu'un salaire finalement qui serait régulier, même très élevé. Et j'ai déjà refusé des postes de direction qui avaient donc sûrement des salaires tout à fait avantageux parce que ça me correspondait pas. Je me disais très bien, bon, je vais être directeur de telle chose, tel cinéma, telle perspective. Mais en fait, je bossais 60 heures par semaine ou 80 ou plus pour finalement rester employé. C'est pas grave d'être employé, hein, mais en tout cas, moi, ça me correspondait pas. Et surtout, je me disais, mais ce sera quand même pas mon cinéma, ce sera quand même pas moi qui l'ai créé, ce sera pas ma marque, ce sera pas mes envies. Et même si je suis directeur, ce qui est entre guillemets la meilleure position, hein, ça dépend de chacun, mais en tant qu'employé, même malgré ça, j'aurai quand même des directives qui viendront de plus haut, etc. Et puis, j'aurai moins de perspectives. Ok, j'aurais peut-être pu monter au comité, etc. Mais c'est tellement moins grisant, en fait. La perspective, en fait, de me dire, bah tiens, là, actuellement, j'ai de l'argent qui tombe tout seul ou qui tombe parce que j'ai déjà automatisé telle chose. Et de se dire, ben, j'ai cet argent, j'ai en plus du temps. Et ce temps-là, je peux le faire pour l'utiliser pour améliorer ma première source de revenus. Pourquoi pas la décupler, la doubler, etc., etc. Et finalement faire en sorte qu'à terme, dans 1 an, dans 2 ans, la même activité, le même temps que je passe aujourd'hui, me rapporte 10 fois plus. Voilà. C'est un petit peu le principe des muses au final, quoi. Des muses ? Des muses. Tu connais Tim Ferriss ? J'ai entendu La parler, semaine de 4 heures. Il y a un jour de... Oui, c'est vrai. Je te recommande le livre. Ouais, semaine de 4 heures, je vois. Mais par contre, les muses, non. Bah c'est ça en fait, la semaine de 4 heures, c'est l'histoire de Tim Ferriss qui monte une muse en fait. Une muse, c'est une entreprise dans laquelle la métrique que tu optimises le plus, c'est le temps que tu passes dedans. Oui. Et donc, moins tu passes de temps dedans, mieux c'est pour toi. Tu deviendras jamais milliardaire avec une muse, mais tu as plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs qui gagnent 2000, 3000 euros avec une muse. C'est-à-dire, ils y passent 2 heures par semaine. Moi, et c'est ça automatique. En fait, c'est automatique. De revenus résiduels. Mais ouais, c'est ça. C'est ça que je valorise aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je peux déjà dire que je gagne bien ma vie, alors que je gagne pas encore des 1000 et des 100, mais bon, je gagne des revenus décents et surtout, je gagne ma vie en temps. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est ça. Je gagne ma vie en temps. Le fait, je m'en rends compte d'ailleurs auprès de mes proches, j'ai un décalage en termes de la notion de week-end. Je la comprends plus. Enfin, en tout cas, je suis tout le temps décalé. Je peux sortir en plein milieu de semaine, je peux voir ma famille ou telle personne, différents cercles sociaux quand je veux, et travailler quand je veux. Et ça, c'est pour moi bien plus valorisable qu'un salaire à 6 000 euros par mois. Vraiment. D'accord. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du coup de ton parcours, de toi. Du coup, tu nous as parlé un petit peu de tes études, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Ouais. Et puis tes expériences aussi. Ok. Alors j'avais commencé au début, donc j'étais prédestiné, je sais pas. En tout cas, j'étais censé devenir ingénieur. C'est ce que mes parents disaient et c'est ce que je me disais aussi, hein, ça me plaisait. Donc je commence bac S, etc. Tu voulais être ingénieur dans quoi à la base ? En mécanique ou aéronautique, voilà, mais ça me plaisait. Hein. J'ai commencé du coup, faire une prépa là-dedans. Ça m'a beaucoup plu. J'ai raté. J'avais validé l'année, par contre il y avait en plus un classement et dans le classement j'étais pas bon, donc j'ai pas pu continuer. Mais j'avais quand même les crédits, ce qui m'a permis d'aller ailleurs, finir notamment à l'IFAG à terme. Alors l'IFAG, pour nos auditeurs, pour les auditeurs qu'on n'a pas encore, l'IFAG c'est l'école où on s'est rencontrés. C'est l'école dans laquelle on s'est rencontrés. École management, tournée entrepreneuriat. Oui. Mais avant ça, donc j'étais toujours censé être ingénieur et ça m'intéressait vraiment. Hein. J'ai beaucoup apprécié cette prépa, j'ai appris énormément de choses, j'adore toujours les sciences. Ça m'a appris énormément de choses et encore une fois, je parle de rencontres. Je disais pour le master là, tout à l'heure, mais ne serait-ce que les expériences que vous pouvez avoir avec plein d'autres domaines, n'hésitez pas à tester, à faire des bacs, à faire des IUT, à faire des BTS, à faire des facs différentes. Peut-être pas pendant des années et des années, mais ne serait-ce que quelques essais, ça vous permet d'avoir une vision complètement différente. C'est très intéressant. Et puis, je fais une petite parenthèse, c'est pas grave de faire une année, d'arrêter, de faire autre chose, d'arrêter, de faire autre chose. Au contraire, c'est... Bien sûr que c'est pas grave. À moins que vous ayez déjà des enfants ou des obligations financières, non, ce n'est pas grave. Tant que vous restez autonome le plus vite possible, faites-vous plaisir, découvrez.
Bref, donc après cette prépa, je vais en IUT, génie mécanique, toujours vers la même orientation. Et en fait, c'est là où je passe du côté obscur, entre guillemets. Cette même année, je me fais embaucher par Microsoft en événementiel. Et encore une fois, c'est sûrement la démarche entreprenante que je connaissais pas, mais voilà, c'était typiquement un mail qu'on reçoit dans nos boîtes étudiantes, que 95% des étudiants n'ouvrent même pas. J'ouvre le mail, etc. Et donc je candidate. Il y avait quoi dans ce mail? C'était une offre, justement, ils cherchaient des ambassadeurs des ambassadeurs pour les produits Microsoft. C'était le début des produits Surface à l'époque, etc. Donc il y avait une bonne valeur ajoutée et il fallait la faire connaître. Et donc j'ai postulé là-dedans, j'ai été pris. Et en plus j'ai été pris en retard, donc j'ai été parachuté. Enfin, ils m'ont dit ok, c'est bon, on fait le Skype et après-demain tu viens à Paris. C'était en pleine semaine de cours. Et je me retrouve là-dedans, j'étais un gamin, je sais plus quel âge j'avais, 19 ans. Je me retrouve là-dedans et puis je vais directement dans les locaux là-bas. Ils ont de l'herbe et du gazon dans leur siège social. Enfin, c'est un peu dans une salle de conférence. C'est un peu. C'est surréaliste un peu. Ouais, c'est un peu surréaliste, c'est très beau. Il y a plein de technologies. Enfin bref, il y avait pas mal de choses. Donc je me retrouve parachuté là-dedans, plus donc, du coup dans le milieu de l'entreprise, de l'événementiel, de la gestion de projet. Rien à voir avec la mécanique. Déjà là, ça commence à me titiller un peu. Ensuite, je me mets aussi au BDE, vice-président responsable partenariat. Donc là, encore une fois, c'était un gros IUT. En plus, je crois qu'il y avait 1800 élèves. Je dis peut-être une bêtise, mais dans ces eaux-là. Donc pareil, ça me stimule, je rencontre plein de gens. Et encore une fois, jamais je me suis dit, tiens, je vais devenir entrepreneur. C'est comme tout à l'heure, en fait. Mais j'ai fait des choses au quotidien et ça m'a amené à aller plus loin. Et puis, surtout, là où j'ai vraiment basculé, c'est quand je suis devenu apporteur d'affaires. Donc là, pour le coup, entrepreneur, auto-entrepreneur, pour une entreprise. Je distribuais juste des produits, j'avais rien inventé. Et pareil, je me suis pas dit, je vais devenir entrepreneur, etc. Je me suis juste dit, tiens, ces produits sont cool, je vais les distribuer. C'était par besoin d'argent ou c'était juste parce que tu aimais les produits? Ah non, pas du tout. J'aimais les produits. Alors, il y avait... C'était quoi l'entreprise? C'était VEMA Europe. D'accord. Et donc, c'était du marketing de réseau. Et le marketing de réseau avait quelques failles. C'est toujours le cas dans encore beaucoup de marketing de réseau, malheureusement. Des lacunes en termes de communication, où on va beaucoup plus vendre l'opportunité de distribution, beaucoup plus que le produit. Ils vendaient quoi comme produit? C'était des produits super et qui me manquent encore aujourd'hui. L'entreprise, depuis, elle s'est fait attaquer en justice okay. Parce que à cause de leur communication, justement. Ok. Alors que leurs produits étaient quand même vraiment super à valeur ajoutée. Ils avaient fait des sodas sains et nutritifs. Okay. Ce qui aujourd'hui n'existe pas, donc il y a beaucoup de shakers, de compléments alimentaires, ça on aurait saturé. Par contre, ils faisaient un iced tea excellent, ils faisaient des sodas en fait, vraiment sous forme de canette comme on connaît bien, donc assez pratique, assez sympa, et vraiment dedans que des bonnes choses incroyables. C'est le top ça. Voilà, je les ai pris, j'ai jamais été malade pendant un an, bref, là on s'égare. Si je dis pas de bêtises, si on a bien préparé le podcast, tu avais indiqué avoir multiplié le nombre de clients par 9. Oui. Comment on s'y prend pour multiplier le nombre de clients par 9? Eh bien justement, vous avez bien fait les recherches. Donc dans cette entreprise, et c'est là que ça a commencé. Donc je me suis mis auto-entrepreneur, mais voilà, au début je distribuais juste. Et puis je vois très vite les lacunes en fait du marketing de réseau justement. Donc tant mieux, ça fait la transition. C'était juste de la vente d'opportunités, de la vente de rêves, rejoignez le réseau. On parlait à peine des produits à l'époque, c'était n'importe quoi. On vendait vraiment l'opportunité, le métier entre guillemets que c'était. Rejoignez ça, rejoignez-nous, faites comme nous, parlez-en à vos amis et entre guillemets vous allez être millionnaire dans 6 mois. J'exagère, mais c'était un peu le message. Ouais, voilà, c'était le marketing de réseau quoi. Voilà, vraiment de la vente de rêve. Et c'était pas du tout dans mes méthodes, j'étais dans un esprit très rationnel, plutôt scientifique, etc. Je voyais que ça allait pas durer, je voyais que c'était pas possible de faire des choses comme ça. Et surtout, éthiquement, je le sentais pas, enfin ça me correspondait pas. Il y avait plein de choses qui allaient pas là-dedans. Et puis surtout, on voyait que c'était des feux de paille, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des gens qui gagnaient beaucoup très vite, et puis qui 2 mois après ne gagnaient plus rien et arrêtaient, et se disaient c'est de la merde. Alors que finalement, ils avaient simplement acheté des produits à la base. Et si on s'était vraiment recentré sur le produit, on aurait eu des gens qui consommaient les produits, qui seraient fichés de l'opportunité, et donc qui seraient restés. Parce que juste satisfait des produits comme n'importe quel consommateur. Voilà. Mais c'était pas le cas du tout. Et c'est ça qu'on a créé en fait, c'est là où on a multiplié le nombre de clients. C'est que je me suis rapproché donc de différentes personnes qui avaient réussi ou non dans cette activité, mais qui avaient en tout cas la même éthique. Et on a commencé à créer des systèmes et à inverser en fait la tendance. C'est-à-dire qu'au lieu d'en parler à tout le monde pour essayer de convertir un maximum de personnes, on s'est dit bah non, on va se professionnaliser.
Donc j'ai créé énormément de documents. Tout ce qui nous manquait, en fait, j'ai créé des fiches techniques sur les produits, etc. On est devenus des vendeurs en fait de produits, de nutrition. On s'est formé sur la nutrition. J'ai appris plein de choses. C'est toujours ma passion d'ailleurs. C'était vraiment génial. Et on a inversé le système, notamment en créant des rôles. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas simple distributeur, mais dans les distributeurs, il y aura des vendeurs, il y aura des ambassadeurs, il y aura des coachs, il y aura ceci, il y aura cela. On a fait des annonces, on s'est mis sur le bon coin, on a créé une structure juridique, on a fait des annonces de recrutement. Les gens venaient à nous, du coup, et on les sélectionnait. Donc c'était la démarche inverse. Plutôt que d'aller chercher partout et d'espérer trouver les bonnes personnes. Vous ciblez et puis vous... Oui, mais on ciblait même pas en fait. On mettait des annonces, on créait du contenu. Les gens venaient à nous, du coup, et ça, le marketing de contenu, c'est quelque chose qui s'applique pour l'entrepreneuriat en général. Ça, c'est un exemple qui a fonctionné, mais ça peut être le cas partout. Ceux qui créent des blogs, etc., c'est toujours ça. Vous créez du contenu et ensuite les gens viennent à vous. Et c'est ça qu'on a fait, en fait, tout simplement. Les gens venaient à nous et on se permettait de leur dire non, des fois, si le profil n'allait pas. Alors que vous aviez besoin, tout le monde cherchait... Oui, les autres équipes en France, ils disaient mais comment ça, il y a 50 candidatures dans la semaine et tout. Enfin, les gens, ils rêvaient de ça, d'avoir 50 personnes qui voulaient venir chez eux. Eux, ils galéraient pendant des mois. Parce que pour les gens, c'était une offre d'emploi en fait. Oui, c'est ça. Juste vu qu'on a professionnalisé la chose, ça allait beaucoup mieux. Alors après, on restait des gamins. On avait quand même 20 ans, on a fait plein d'erreurs. Nos entretiens, c'était dans des cafés, on n'avait pas de locaux, c'était pas ouf. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur ? Ça, t'estimes que c'est une erreur de faire son entretien dans des cafés ? Non, c'est pas une erreur parce qu'on l'a fait, on a testé, ça a marché. Donc aucun regret, on a appris plein de choses et puis j'ai pu faire des entretiens d'embauche aussi, ça c'est formateur. Il y avait des gens qui venaient, qui avaient 40, 50 ans, j'étais un gamin, ils venaient au café, ils postulaient et puis on pouvait leur dire non, quoi. Ça c'est super formateur. Et c'est des bons souvenirs aussi, mais on faisait quand même des erreurs dans notre communication surtout. Dans notre équipe, on était des gamins, mais c'est comme si on n'en avait pas conscience. Vous étiez combien ? On était 5, on était même plus que ça à l'époque. 5, c'est quand on a créé une entreprise après dans l'événementiel. On pourra y revenir après si vous voulez. Mais là, à l'époque, on était 7, 8 à avoir la même éthique de travail, à créer ce système, à le soutenir, etc. Mais on n'avait pas de compétences complémentaires. On n'avait pas forcément de charte graphique, il y avait plein de choses en fait qui n'allaient pas dans notre communication, elle était très amateur, on n'avait pas de suivi surtout, c'est-à-dire qu'on avait prévu beaucoup de choses, mais une fois qu'elles étaient là, une fois qu'elles étaient arrivées, on ne savait pas trop comment les accompagner finalement. On a été un peu débordés par nous-mêmes, on a créé un système qui nous apportait d'un coup plein de clients, plein d'entrepreneurs, et après on n'a pas su les gérer comme il fallait, on n'a pas su les accompagner, on n'a pas su les faire passer par tout le chemin par lequel on était passé nous-mêmes. Vous n'aviez pas vraiment créé d'expérience client après le... Non, oui. Puis on n'avait pas assez de produits à faire découvrir. On n'avait pas la bonne cible aussi. Ça, c'est une erreur qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on était sur on pensait pouvoir toucher les jeunes, alors que c'était la dernière cible qu'il fallait toucher. Vu que c'était des sodas, on s'est dit, bon, on peut toucher les jeunes. C'est l'image qu'on avait. Et puis nous, on adorait ces produits, évidemment. Sauf que un soda à 3,50€ la canette, bon, bien sûr, dedans, c'est le top, ouais. C'est le top. C'est 3,50€, quoi. Voilà, un étudiant, il prend même pas du Red Bull parce que c'est trop cher, il prend du Crazy Tiger, il prend des trucs de merde, disons-le clairement, il se bousille la santé. Donc, non seulement il s'en fiche de sa santé, et il fait attention à son argent. Donc, c'est pas du tout la cible. C'est l'inverse, en fait. Voilà, vraiment l'inverse. Quoi. Et c'était pourtant notre cible, et jamais on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être mieux de cibler autre chose, quoi. Personnes actives, CSP+, qui n'ont pas le temps de prendre soin de leur santé, mais qui ont besoin d'un petit coup de boost dans la journée, etc. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû faire. J'ai le sentiment que dans les entreprises, en règle générale, c'est une erreur qui est très récurrente, le fait de mal cibler. Oui. Et pourtant, ça semble tellement simple à faire. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'ai essayé avec mon collègue de monter un projet lié au permis de conduire. Et je pense qu'on a eu un petit peu la même erreur. On pensait qu'il fallait toucher les jeunes. Et en fait, c'est faux. Il ne fallait pas forcément toucher les jeunes. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que peut-être c'est presque par mimétisme. On se dit on est jeune, alors on peut toucher les jeunes. C'est ça, on s'identifie déjà nous-mêmes. Sauf que nous, on est évidemment convaincus par notre produit parce qu'on l'invente, on est à fond dedans. Et du coup, on ne se rend pas compte que pour d'autres personnes, c'est peut-être beaucoup moins intéressant. Yes. Alors du coup, tu as fait tout ça en parallèle de tes études, c'est ça ? Oui. On va revenir un petit peu là où on en était. Pendant l'IUT, du coup, je me rends compte que l'ingénierie, c'est cool, mais c'est pas ça que je veux faire. Ok. Je vais en fac économie et gestion,
un an, parce que j'avais jamais fait d'économie et gestion, même au lycée, rien du tout, toujours S et tout. Sur Lyon? Sur Lyon, Ouais. à Lyon 2. Et super année, j'améliore mon anglais, puis j'y allais vraiment. J'avais écrit une lettre à ma mère d'ailleurs, chère maman, blabla, je ne serai pas ingénieur et tout. Et puis vraiment, j'étais dans l'optique de tester des choses, quoi. Je savais, j'étais encore un peu naïf en me disant que ça allait marcher et tout très vite. Et je me suis dit, bah tiens, je vais pas arrêter les études pour autant, je vais apprendre des choses, mais pourquoi pas faire un an de sociaux, pourquoi pas faire un an d'éco. Bref, vraiment en mode découverte, apprentissage. Surtout à la fac, on a la chance que ce soit gratuit, donc je me suis dit, enfin presque gratuit. Donc voilà, c'était mon optique. Et finalement, économie-gestion, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, c'était trop théorique en fac. Et donc, clairement, même si j'ai apprécié cette année, à un moment, je m'ennuyais en amphi et j'ai tapé école, entrepreneur, Lyon sur Google. J'ai comparé, il y en avait quelques-unes et je suis allé à l'IFAG et puis ça a commencé comme ça. Donc l'IFAG, je suis arrivé en deuxième année. Du coup, j'avais entre guillemets pas perdu, mais j'avais fait 3 premières années, voilà, sans regret. Je suis arrivé en deuxième année, du coup, grâce au crédit que j'avais validé en prépa. Ouais, en prépa, d'accord. Et voilà, et là, j'ai pas quitté cette école, j'ai beaucoup apprécié, ne serait-ce que par l'écoute qu'ils avaient entrepreneuriale, c'est-à-dire que normalement, en deuxième année, on est censé faire un stage commercial, etc. En IUT, à la fac, j'étais considéré comme un numéro parmi d'autres, alors que j'arrive à l'IFAC, je dis que j'ai déjà mon projet, et ils me disent, bah ok, normalement c'est que en bac plus 3 l'entrepreneuriat, mais si tu veux, là, pour ta deuxième année, on peut faire en sorte que ton stage, tu le fasses dans ta propre boîte, et tu nous fais bien sûr un rapport pédagogique, il y a des attentes, etc. Mais bref, ils se sont adaptés à moi, j'avais pas forcément demandé, mais j'étais super content, et je me suis dit, ok, là on est dans une école d'entrepreneurs, là il y a plein de gens qui montent leur boîte autour, et je suis resté sans regret, c'était top. Super. Comment on annonce à ses parents qu'on est entrepreneur? Alors, hormis écrire une lettre, comment ils le prennent? Bah ça s'est fait petit à petit, justement. Et c'est peut-être ça, je pense, psychologiquement, qui a dû être plus compliqué pour eux. Et il y a eu quelques années de période où vraiment on se comprenait pas avec mes parents. Et quand j'ai refusé l'offre de direction, pareil, là, c'était des mois assez compliqués. Mais j'ai pas pu l'expliquer clairement parce que moi-même, je me l'étais pas expliqué clairement. Jamais je me suis dit, je vais être entrepreneur, je vais créer une entreprise. Vu que j'étais entreprenant, je suis devenu entrepreneur petit à petit, mais je me suis jamais posé dans un bureau, avec mes associés, c'était aussi l'erreur qu'on a fait, on s'est jamais posé en se disant, tiens, on va créer une boîte, il nous faut telle compétence, un développeur, un designer, etc. On a juste créé par la force des choses petit à petit, donc c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, notre équipe, elle tenait pas la route, et c'est la même chose en fait pour moi, c'est-à-dire que je suis devenu entrepreneur par la force des choses, et donc ma mère et mes parents, en général, ma famille, je leur ai jamais dit vraiment, je deviens entrepreneur, parce que si, parce que ça, je recherche ci, je recherche ça, j'ai envie que ça fonctionne de telle façon. Ils ont suivi mon évolution petit à petit, et je sais pas si c'est un conseil, j'ai pas vécu d'autres choses, mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Cette façon-là de le faire petit à petit, de dire tiens, je commence à distribuer des produits, tiens, en fait, on est en train de créer un système à l'intérieur, puis tiens, en fait, on fait un peu différemment, tiens, je passe des entretiens d'embauche. En fait, ils ont rien dû comprendre. Et du coup, ils ont juste dû voir que j'ai pas eu mon IUT, que j'ai pas eu ma fac, et puis que j'écrivais une lettre où je disais que j'allais gagner de l'argent et que je voulais juste découvrir des choses. Là, ils ont dû s'inquiéter un petit peu, ouais. Donc ça, je le recommande pas. Après, la lettre, c'est quand même pas mal parce que ça permet de poser les choses. Mais ne serait-ce que pour toi, déjà. Mais oui. Moi, dans ma tête, c'était clair. Je savais que je devenais entrepreneur, mais j'avais pas pris de recul. Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui manque, prendre du recul sur ce qu'on va faire. Si vous voulez devenir entrepreneur, etc., même si vous faites juste des vidéos sur YouTube, si vous faites du contenu sur Instagram, etc., si vous êtes sur Twitch, il y a plein de choses à faire, faites-le. Si vous voulez devenir pro-gamer, etc. Mais expliquez-le à vos parents et dites pourquoi ça peut marcher, pourquoi ça peut ne pas marcher, et montrez que vous avez un plan d'action, en fait. Montrez que vous êtes confiant, que vous allez tout faire pour y arriver, mais que quand même, si jamais vous n'y arrivez pas, vous saurez pourquoi, vous analyserez, vous prendrez du recul, vous verrez ce qui peut changer, et vous avez des actions de secours, des plans de secours. Voilà. Souvent, donc nous, du coup, effectivement, on baigne un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, avec cette école-là. En fait, moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui intellectualisent leur concept, etc., qui disent « ah, ça va être ci, ça va être ça », et qui vont jusqu'au bout, mais très très loin de leur concept. Comment on passe
de la planification, de l'idée qui a l'air absolument incroyable, à l'exécution concrète et à la dureté du marché, quoi. C'est très dangereux cette erreur, et ça arrive, et c'est une erreur que j'ai fait aussi avec mes associés. Donc sur ma première vraie boîte, entre guillemets, après avoir été entrepreneur, distribué, etc., on a créé une entreprise justement avec ce système qui se développait. Et le fait que l'entreprise se prenne un procès, on se dit bon, on a fait un bon truc, par contre l'entreprise dont on dépend, elle tient pas la route. Et puis on a une goutte d'eau dans un vase rempli de gens qui communiquent mal, donc ça suffira pas. Mais là on se dit, on a quand même un concept, on réunit des gens, beaucoup de gens, on fait des événements qui plaisent, etc. Donc c'est là qu'on crée une entreprise d'événementiel. Encore une fois, par la force des choses. Et on a fait exactement l'erreur que tu viens de dire, c'est que on s'est projeté, mais tellement loin, on était 5 aussi. C'était assez nombreux, donc beaucoup de créativité. On imaginait plein de choses, des systèmes d'affiliation, de recommandations. On s'imaginait déjà avec faire 70 événements simultanés. C'était une de nos innovations, faire plusieurs événements en même temps. Et les gens choisissent du coup leur thème, leur lieu, en fonction des personnes qui sont inscrites. Par exemple, s'ils savent qu'ils veulent rencontrer plutôt un avocat, un graphiste ou un développeur, ils iront dans tel ou tel endroit et feront telle ou telle activité différente pour créer des liens. Donc c'était un concept qui plaisait beaucoup. Mais on l'a poussé énormément dans notre tête. On est allé très loin dans des services plus premium et tout qu'on ferait des années plus tard, sauf qu'en fait on a oublié de faire les premières actions, et du coup nos premières actions n'étaient pas solides, et effectivement ça a flanché, donc c'est une grosse erreur à éviter. C'était quoi les premières actions que vous avez oublié de faire ? Le suivi, un peu les mêmes erreurs qu'on a fait avant, donc là c'est sûr qu'on l'a appris cette fois. Mais clairement, et on a réussi à réunir un soir de semaine 120 personnes sur la place des terreaux, événement de lancement, trop bien, alors qu'on était 5 gamins de 20 ans et on réunit 120 personnes qui ont 40, 50, 60 ans pour se rencontrer avec du monde, un super buffet, etc. Top. Voilà, par contre, qu'est-ce qu'on fait la semaine suivante ? On avait des idées, sauf qu'on n'avait pas de plan de communication, on n'avait pas vraiment de plan d'action. On faisait des événements un peu cheap sur Facebook, en communication, bref, on n'était juste pas prêts. D'accord, ok. Et c'est ça le problème. On a imaginé tellement de choses trop loin en pensant que ça allait démarrer tout seul qu'on a oublié de soutenir le démarrage. Et ne serait-ce que ces 120 personnes, on n'avait même pas, ça semblerait hallucinant aujourd'hui avec le web, etc., on n'avait même pas de système de billetterie. Donc on a récupéré 0 mail. Voilà, 120 personnes qui sont intéressées par ton entreprise, qui viennent. On avait des systèmes, etc., les gens pouvaient s'inscrire, mais il fallait qu'ils s'inscrivent sur notre plateforme. Donc tous ceux qui l'ont pas fait, on les a juste perdus, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est des erreurs complètement stupides qui peuvent coûter énormément. Malheureusement, tant que tu l'as pas fait cette erreur, typiquement tant que t'es pas confronté à ton marché, oui. En réalité, les erreurs, tu crois toujours que tu vas pas les faire, tu vois. Oui. Mais en fait, quand tu arrives en plein dedans... Pour les éviter, tu as raison, il faut se confronter au marché, et donc peut-être conseil qui pourrait marcher, demandez à vos amis, à vos proches, ou idéalement à des gens pas proches, ce serait encore mieux, ce qui se passerait s'ils étaient donc en tant que premier client. Vous faites un événement par exemple, demandez à une personne comment t'imagines l'événement, qu'est-ce que tu aimerais y voir, comment tu fais, comment tu t'inscris. Mettez-vous à la place de toutes les étapes de A à Z pour l'invitation, la prospection, etc. jusqu'à la venue à l'événement, puis ensuite, puis après. Et là, on peut se dire, ah oui, il faut que j'ai son mail. Là, on y aurait pensé. Pour l'inviter, il faut que j'ai son mail, donc il faut que je l'ai déjà prospecté. Il faut que je me sois fait un compte sur Yourplan ou sur Billet Web, ou etc. Il faut que j'ai prospecté sur LinkedIn. Il faut que 3 semaines en avance, j'ai fait ça. Il faut que la plateforme elle soit prête à ce moment-là. Une fois que la plateforme est faite, il faut qu'on envoie telle newsletter pour suivre un petit peu. Puis nous, il faut qu'on appelle nos clients, il faut qu'on ait leur numéro aussi. Enfin, bref. Plus vous pensez aux actions concrètes et au parcours de A à Z de vos prospects, clients et clients fidélisés, plus vous pourrez créer du contenu en amont et plus ça pourra bien se passer. Ok. Il y a une étude Ipsos qui est parue en 2018, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, et qui explique que pour créer son entreprise, selon l'immense majorité des Français, il faut avoir le goût du risque et pas avoir peur de tout perdre. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'entrepreneur, c'est synonyme de risque énorme ? Plus maintenant. Clairement pas. Non, tout perdre, c'était le cas, et c'est encore malheureusement beaucoup le cas qui font encore cette erreur, de se lancer en version 90-2000. C'est-à-dire que vous faites votre business plan, hein, on dit il faut un business plan, c'est magnifique un business plan, alors que clairement ça sert pas à grand-chose. Ça sert à structurer vos idées, c'est bien à mettre sur papier, à écrire des paragraphes et donc produire du contenu. Ça peut être un bon moyen de communication, mais à part ça sert pas à grand chose. Ça sert surtout aux banques quand on veut faire un prêt, c'est tout. Oui, voilà, mais à ce moment-là, quand vraiment tu as besoin d'un prêt, etc., limite tu fais faire ton business plan où tu vas voir des personnes qui sont
dont c'est le boulot, qui en ont déjà fait, qui peuvent t'aiguiller, etc. Mais c'est clairement pas la priorité. Si tu es dans cette approche-là, un peu old school, de se dire tiens, je veux monter ma boulangerie. Donc, il me faut tel local, il me faut ceci, il me faut cela, des employés, il faut que je puisse me verser un salaire, il faut que je puisse acheter les matières premières. Tu fais le bilan de tout ça, tu te dis ok, il me faut 800 000 euros pour la première année, puis ensuite il me faut 200 000 euros de fonctionnement par an, j'en sais rien, je dis des prix au pif, c'est sûrement plus, évidemment. Et tu fais le bilan, tu dis allez sur 3 ans, j'espère me payer au bout de 3 ans, bam, je vais à la banque, je demande un prêt, 1,4 million, ok. Et en fait, là on prend du risque, oui. Là on prend des risques complets, et surtout, c'est que une fois qu'on a pris ces risques, que là on se rend compte qu'on ne sait pas faire du pain en fait, ou que nos clients ils aiment pas notre pain, ou qu'on a mis les mauvaises graines, ou ceci, ou cela, c'est con. Mais, ou même, et ça je le vois beaucoup autour de moi en ce moment, des gens qui veulent être entrepreneurs parce que c'est stylé, ou c'est dans la mode, ou je ne sais quoi, qui se disent que ce serait mieux, ils font tout pour, et une fois qu'ils sont lancés, une fois qu'ils sont dedans, ils se disent mais en fait j'aime pas le métier. Ça marche, ils ont des clients et tout va bien. Ça leur plaît pas. Mais ça leur plaît pas. Voilà, ça, grosse erreur. Et comment éviter ça aujourd'hui, et donc pourquoi c'est moins risqué d'être entrepreneur? Parce que maintenant, ça s'appelle le Lean Startup, Lean, vous pouvez chercher sur... Et pas que pour les startups d'ailleurs, pour tout. C'est vrai, c'est le Lean Management. Voilà, vous démarrez votre projet à partir de rien, à partir de la première vente. On prend l'exemple de la boulangerie, en fait, commencez à faire votre pain. Vendez votre pain à vos potes, à votre famille. Faites 10 baguettes de pain dans votre cuisine avec zéro matériel. Ça vous coûte la farine et puis la levure. Et c'est tout. Et en faisant ça, vous arriverez à la fin au même résultat. Je peux au moins vous expliquer comment si vous voulez, mais vous arriverez à avoir votre boulangerie avec pignon sur rue, les locaux, les employés, etc. Mais au moins, vous aurez commencé par la première étape qui est de faire votre pain, voir si vous y arrivez, voir si ça vous plaît. Et si déjà votre famille, vos amis ne sont pas prêts à vous en acheter, c'est que vous avez peut-être foiré quelque chose. Donc déjà, vous avez des retours clients, vous avez même déjà des sous, parce que les gens vous achètent et tout, ils vous soutiennent dès le début. Donc zéro investissement, déjà des premières rentrées d'argent, déjà des premiers clients. Là, non, il n'y a aucun risque. Et puis petit à petit, vous achetez un four plus gros, vous allez toquer aux portes des entreprises, vous leur dites je vous livre à 50%, 10 baguettes de pain les lundis à 10h, etc. Bref, vous trouvez des petites idées comme ça à la con, puis au bout d'un moment vous avez des commandes de plus en plus d'entreprises toutes les semaines, vous achetez un petit local pour stocker votre matière première, etc., etc. Et puis au bout d'un an et demi, vous l'aurez votre boulangerie, avec votre local, avec vos employés, etc. C'est juste que vous aurez commencé par faire du pain et par vendre, zéro risque. Alors c'est vrai pour les boulangeries, c'est vrai pour plein d'autres choses. Évidemment. J'ai même montré l'exemple de la boulangerie. Ouais. C'est encore plus simple sur plein d'autres choses. Sur le web, etc. Sur des plateformes, ça marche encore plus simple. Avant de faire une plateforme web qui coûte 15 000 euros, si vous voulez faire de l'événementiel par exemple, mais quoi que ce soit, commencez par faire un groupe Facebook, inviter des gens concernés, partager du contenu. Si ça marche, etc. On peut prendre l'exemple, par exemple, la carte des colocs à Lyon. D'accord. Vous voyez, c'est une plateforme en ligne, un site web pour trouver des colocations. C'est un marché très tendu en plus. Sur Lyon, et ça marche aussi bien, voire mieux sur Facebook. Donc la carte des colocs a créé le groupe Facebook, et c'est là où ils ont plus de contenu, c'est là où ils ont plus de demandes, et dès que les gens commencent à échanger un petit peu, ils sont redirigés vers la plateforme. Mais ils ont commencé comme ça, et même s'ils n'ont pas commencé comme ça, en tout cas c'est un exemple de choses qu'on peut faire, qui peut marcher. Qu'on peut mettre en place à notre échelle. À 0 €, sans risque, et déjà pour voir si ça nous plaît, si ça plaît aux autres, et si c'est viable. Faire un ugly baby. Voilà, c'est ça. Ok. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton activité. J'ai encore plein, je pourrais avoir des milliards de questions, mais on aura peut-être le plaisir de te réinviter à l'occasion. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ton activité. Oui. Donc d'abord, tu as créé Icon, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Icon, donc ça a beaucoup évolué. C'était vraiment, comme j'ai dit à la base, des événements assez simples, avec peu de contenu. Clairement, au début, on a fait pas mal d'erreurs. Ensuite, ça a évolué, il y a eu plusieurs versions, 2 versions, 3 versions, l'équipe s'est séparée, donc j'ai pu travailler avec des développeurs, designers, etc. On a été incubé, on a été parrainé par le MEDEF, donc on devenait un peu mieux que le projet de base. Et là, en gros, c'était un assistant virtuel en fait qui gérait vos relations professionnelles à votre place. Donc concrètement, pour faire le parcours client de A à Z, vous arrivez sur la plateforme, vous indiquez vos offres et vos besoins. On s'en fout de vos diplômes, vos expériences, etc. Vous mettez vos offres et vos besoins. Je recherche un comptable, je propose des prestations web marketing. Bref, très simple. Derrière, on a un algorithme qui va chercher les gens qui peuvent vous intéresser dès votre inscription. Il y a 12 personnes qui peuvent répondre à votre demande et 14 personnes peuvent vous intéresser. L'assistant va ensuite créer l'événement tout seul, parce que le but, c'est que la technologie nous aide virtuellement, mais ensuite, c'est de se rencontrer en vrai.
ça restait ça notre valeur ajoutée. Donc l'assistant va créer l'événement tout seul, il va dire voilà, tous là, tous les 5, vous avez des choses à vous partager, vous avez des intérêts communs, vous êtes disponibles le même jour à la même heure, je crée l'événement dans tel quartier, allez-y. Et il paye à ce moment-là. Voilà. Donc ça plaît toujours, et encore aujourd'hui on me demande alors Icon, ça sort quand ? Oui, il y a un potentiel, par contre j'ai beau avoir poussé le projet dans tous les sens, en mode lean justement, en mode lean, c'est-à-dire avec les premiers événements, on manque de valeur ajoutée. Il y a déjà énormément de concurrence, il y a déjà énormément de gens qui font des événements, donc si on fait que des petits événements pour démarrer, on manque de valeur ajoutée et on ne se démarque pas. Si on veut vraiment faire cet assistant virtuel et donc cette valeur ajoutée différente, avec ces événements simultanés et tout ça, là il me fallait au moins 100 000 euros. Il fallait commencer fort tout de suite. Voilà. Et ça malheureusement je les avais pas, mais j'ai toujours l'idée dans un coin de ma tête. Voilà. Tu nous dis que tu as été parrainé par le MEDEF notamment, incubé par Incubator il me semble. Oui. Comment on en vient à rencontrer le MEDEF ? Comment on en vient à réussir à se faire incuber dans un incubateur, comme Incubator qui est clairement, assez cool. Deux très bons exemples, c'est en étant entreprenant, je me répète, mais c'est très important. On les voit très bien, et même en école ou autre, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il y a ceux qui sont entrepreneurs devant leurs ordi, et il y a ceux qui vont se bouger le cul en fait. Et c'est simple, pour le MEDEF, je suis allé voir le directeur de l'école, j'ai pris rendez-vous avec lui, comme n'importe quel élève peut prendre rendez-vous, mais ne le fait pas forcément. Et j'ai dit, j'ai besoin d'aide pour mon entreprise, vous avez plus d'expérience, je vais expliquer tout le projet. D'ailleurs, c'est une des seules personnes qui a tout compris très vite, le potentiel que ça pouvait avoir. Et il m'a dit, écoute, super, j'ai compris, moi j'ai ci, ça, je suis au MEDEF, je te présente telle personne, et voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a eu les comités de sélection, etc. Mais en tout cas, il a fait la première mise en œuvre. Voilà, ça c'est la première chose. Et pour l'incubateur, Incubator, ça s'appelle. Donc maintenant, ils sont dans pas mal de villes en France, ça devient assez connu. On était la première promotion. C'était à Lyon à la base. C'était à Lyon. Ouais, ça a commencé à Lyon. Ils venaient de démarrer. Et puis là, pareil, on a été entreprenants. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire comme tout le monde et juste faire une candidature en ligne. Comme ils en ont eu 200, je crois, des candidatures la première fois. On a été 8 sélectionnés. Et en soi, si on avait creusé un peu plus, ils auraient vu que notre idée, notre équipe, etc., elle n'était pas encore assez mature. Mais on est allé sur place. Dans leur bureau qui n'était pas encore aménagé, etc., on a toqué à la porte. On dit voilà, ça nous intéresse. Donc on a pu du coup rencontrer le fondateur, créer un premier lien avant même la sélection. Et ça a joué en fait. On a eu la chance ou l'opportunité d'avoir 2 entretiens finalement, alors que tout le monde n'avait juste que le dossier écrit, puis un entretien après. L'audace et le culot en fait. C'est ça. Mais c'est même pas de l'audace, pour nous c'était normal. On s'est pas dit on fait un truc audacieux. On s'est juste dit tiens, ils sont là, on a besoin d'eux, ils peuvent nous aider, on y va. C'est ça, être entrepreneur. Il n'y a pas de questions à se poser en fait. Ouais, c'est ça, clairement. Je trouve qu'il y a beaucoup c'est mon avis personnel, mais beaucoup de personnes qui se limitent en se disant non, telle personne est inaccessible. Ouais. Personne n'est inaccessible. Sincèrement, personne n'est inaccessible. C'est quelque chose que j'aimerais j'aimerais vraiment insister là-dessus pour nos auditeurs. Ouais. Personne n'est inaccessible. D'ailleurs, il y a un professeur de Harvard ou de Princeton qui faisait ça, qui proposait à ses étudiants, d'ailleurs c'est dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui proposait à ses étudiants, il disait il va falloir, vous avez un devoir, votre devoir c'est réussir à contacter la personne la plus haut placée et voir jusqu'où vous pouvez aller. Et en fait, on se rend compte que les gens arrivent à contacter des gens monstrueux. Ouais. Et ceux qui donnent les meilleures leçons pour ça, ça a l'air bête, mais McFly et Carlito, je pense qu'ils sont assez, vous connaissez peut-être sur YouTube, ouais, carrément. Qui sont vraiment là-dedans, dans l'état d'esprit entreprenant. C'est-à-dire qu'ils font des vidéos, ils font du contenu eux-mêmes, et puis ils se mettent à appeler des gens, ils n'hésitent pas, ils appellent, ils osent tout de suite, ils font. Des fois, ils se prennent des bâches. Ils n'ont pas de barrière en fait. Ils n'ont pas de barrière et ils arrivent à atteindre des résultats vraiment énormes. C'est ça qui plaît. Ils atteignent des résultats sur YouTube, mais pas que sur YouTube. Pour les partenariats, pour les choses auxquelles ils ont accès, c'est des choses que plein de youtubeurs rêveraient d'avoir, mais en fait qui sont assez simples, quoi. On a lu un article, 7 erreurs qui ont coulé ma première boîte. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la première qui est créée trop vite. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu peux nous expliquer Oui, en fait, c'est celle dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est en gros imaginer 1 milliard de choses et créer l'entreprise rapidement sans même avoir prévu la suite. C'est juste ça, on va synthétiser. Donc, pas anticiper les premiers pas, les premières actions, les choses à faire au quotidien. On imagine le côté idéal d'une entreprise en général et on n'imagine pas ce qu'il faut faire au jour le jour pour la faire vivre. Ok, donc pour rappeler un petit peu les 7 erreurs, c'est créer trop vite, créer trop tôt,
passer trop de temps sur les événements, ne pas prévoir le pire, d'évaluer son produit, s'associer à 50-50, si tu veux en parler juste après, et sous-traiter les compétences clés. Ouais. Pourquoi s'associer à 50-50, c'est pas une bonne idée? Pour deux raisons, dont une peut être un peu surprenante. La première, évidemment, ça va être alors, je dirais même trois raisons, mais la troisième est assez rare, c'est quand quand vous êtes que deux. Si vous êtes vraiment 50-50, ben là, déjà, légalement, il peut y avoir des problèmes. Si jamais il y en a un, en tout cas, si jamais il y a un problème, il y a des solutions que vous pouvez juste pas résoudre. Et là, c'est dommage, ça peut mettre en péril la boîte. Parce que si elle stagne, elle ne progresse pas. Si elle ne progresse pas, elle coule. Voilà. Mais ça, bon, c'est une configuration très particulière. Nous, on était 5 à 20% au début. Et donc là, il n'y avait pas de problème de décision. Il suffisait d'être 3 et tout se passait bien. Par contre, là où ça posait les problèmes, c'était d'une part donc pour ceux qui travaillaient beaucoup. On était 2 à tout faire, être tout le temps sur le terrain, en événements, partout, à produire, à créer, à faire tout ce qu'il faut. Et forcément, il y avait une sorte de frustration naissante, même si on a fait très peu de chiffre d'affaires, et puis dans tous les cas, c'était réinvesti, on gagnait rien. Mais c'est frustrant de voir qu'on est considéré de la même façon que ceux qui foutent rien, entre guillemets, ou en tout cas travaillent beaucoup moins, ou n'ont pas de compétences ajoutées, de valeur ajoutée, etc. Mais ça, c'est pas trop grave, parce que en plus, c'est dans un cadre où, je dirais que ça pose pas forcément de problème en soi, si ce n'est une frustration personnelle. Là, ce qui est intéressant, par contre, dans l'autre sens, c'est pour ceux qui travaillent moins, on s'est rendu compte, en changeant les pourcentages après, que ces personnes-là travaillaient beaucoup plus avec moins de pourcentage. Parce qu'elles savaient pourquoi elles étaient là. Quand on était 5 à 20%, et ceux qui travaillaient quasiment pas, ou peu, ou mal, ils disaient, en fait, on a créé le projet, on s'est pas posé, on est 5 potes, entre guillemets, c'est parti, quoi, et on lance la boîte, on verra ce que ça donne. Bon, sans se poser de questions. Alors que quand cette personne-là, par exemple, est passée de 20 à 11%, on s'est dit au début, 11% c'est pas grand-chose, elle va peut-être être démotivée, elle va partir, etc. Mais en fait non, à 11%, elle s'est dit, ok, c'est ça que je représente, c'est ma valeur ajoutée, je suis utile quand même à 11%, je sais pas si ça peut se dire, mais à hauteur de 11%. Voilà, j'ai une valeur ajoutée quand même, je suis là pour quelque chose, et ces 11% ils servent à quelque chose, et il s'est mis à faire une partie du boulot, et nous on pouvait même plus lui en vouloir du coup s'il faisait moins, parce qu'il avait moins, et c'était du coup très cohérent. Vous l'avez annoncé comment? Vous vous êtes mis, c'était une décision collégiale? C'était une décision collégiale, oui. De toute façon, ça avait très peu de valeur en fait, vu qu'on a coulé quelques mois plus tard, mais par principe, c'était un exercice très intéressant. On a beaucoup parlé d'Icon, mais ton activité actuelle, c'est quand même The Marketplace. Oui. Je dirais même Oui, vas-y, dis-moi. Je dirais même que mon activité actuelle, c'est plus le web marketing. D'accord. The Marketplace, justement, ça fait 2 ans que c'est lancé. Et on s'approche un petit peu, de la muse, si c'est ça le terme, de quelque chose d'automatisé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans pour gagner des cacahuètes. Et maintenant, tout ce travail en amont me sert et me rémunère presque en automatique. Voilà. C'est totalement ça l'idée de la muse. Tu dis que le trading, c'est 30% de technique et 70% de psychologie. Oui. Tu peux nous expliquer? Alors là, on rentre clairement dans du détail. Et après, tu nous diras un petit peu en quoi ça consiste de Marketplace plus précisément. Oui, bien sûr. Mais en gros, alors, le trading, là je parle pas de Marketplace, mais le trading en général, et ça c'est des stats que vous pouvez trouver un peu partout, on se rend compte, et c'est ce qu'on explique aussi dans la démarche d'accessibilité, que les compétences et les connaissances techniques en trading sont assez simples. Clairement, pour vulgariser, c'est apprendre à dessiner des triangles, faire des droites parallèles, et en statistiques, non, même pas, les statistiques sont déjà faites, elles sont déjà données. Il faut juste savoir reconnaître des figures parmi un graphique qui est donné. Donc c'est vraiment très simple. C'est comme des verbes irréguliers. Une fois que vous connaissez vos figures par cœur et que vous savez que quand il y a telle figure, je fais ça, ça, ça. Quand il y a telle figure, je fais ça et ça et ça. C'est du par cœur, c'est bête et méchant. Par contre, derrière, ça va être l'analyse qui va être beaucoup plus compliquée. Pas compliquée en fait techniquement, mais compliquée pour vous, dans votre tête. Chaque trader va devoir se faire une stratégie de trading et avoir une stratégie, même ça, à la limite, c'est facile. On se dit, ok, je fais tant de trades par semaine, j'y passe pas plus de tant d'heures, je m'occupe d'avoir un risk-reward, en gros un ratio de gain de tel pourcentage, je me fixe, enfin bref, plein d'objectifs, je vais pas rentrer trop dans les détails.
qui sont assez faciles à définir, par contre compliqués à tenir. Parce que vous avez beau avoir votre liste d'objectifs, de choses à faire, votre plan d'action de trading, ce qui n'est pas très compliqué à mettre en place, hein, ça peut se faire au bout d'1 mois et demi de formation. Vous pouvez déjà être autonome sur les marchés. Ça veut dire que vous ne faites pas d'erreur, mais en tout cas vous pouvez être autonome, comprendre tout ce qui se passe, etc. Et peaufiner votre technique. 1 mois et demi, c'est rien pour comprendre tout ce qui se passe sur les marchés. Et ce qui fait ensuite qu'il faut du temps, c'est que peut-être 2, 3, 4 mois, 6 mois, s'il le faut, ça dépend de vous, juste à s'entraîner en démo, donc avec les courbes et les cours réels, mais de l'argent fictif. Et là, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens n'arrivent pas à maintenir leur stratégie. C'est-à-dire que dès qu'ils font par exemple 3, 4, 5, 10 trades gagnants à la suite, ils sentent pousser des ailes. Ils ont la folie du jeu. Voilà, et ils vont commencer à faire des erreurs qu'ils n'auraient jamais fait dans d'autres circonstances. Et c'est là que c'est le plus dur, parce que avec 10 trades gagnants et 1 trade perdant, vous pouvez en fait perdre l'équivalent de vos 10 trades gagnants. Et donc réduire à néant tout l'intérêt de votre stratégie que vous aviez pourtant mise en place vous-même avec vos connaissances, mais vous l'avez détruite vous-même avec votre psychologie qui n'a pas tenu. Tout simplement. Ok. Donc c'est pour ça que la psychologie est beaucoup plus importante. Et donc The Marketplace, c'est quoi concrètement ? Alors The Marketplace, c'est né... qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Donc c'est une entreprise d'accompagnement et d'initiation au trading. Okay. Voilà, tout simplement. Et c'est né d'un besoin justement d'initiation, c'est-à-dire que je travaillais déjà avec FWA, l'organisme de formation à haut niveau, et objectivement je trouvais que leur communication était un peu défaillante, et puis il manquait du contenu initiatique. Tu travaillais avec eux à quel niveau ? Tu faisais quoi avec eux ? J'avais mes associés d'Icon, tout est lié, c'est une histoire. Mais mes anciens associés d'Icon se sont formés au trading. Je les suivais de loin, ça m'intéressait, on s'est quitté en bon terme. Hein. Et du coup, je suivais un peu leurs activités, je commençais à voir comment ça marchait. Et puis ensuite, moi-même, je me suis formé au trading avec eux. Et puis ensuite, j'ai commencé à en parler autour de moi. Voilà, je travaille, okay. C'est comme ça que je dis que je travaille avec. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer. Comme tout, en fait, quand on a des marges, je pense, c'est ça. On voit un événement qui ne marche pas, on essaie d'améliorer. Là, c'est pareil. Je vois une entreprise qui avait un très bon produit, une très bonne formation, mes communications pas forcément terribles. Et puis, j'ai essayé d'apporter un peu d'expérience et de contenu. Ça a plu. On a fait des événements, on a cravaché. Et donc, j'étais avec Arthur, donc un de mes associés qui était à l'IFAC, dans mon école. Pendant 2 ans, on a cravaché à faire du contenu, faire des événements qui étaient, objectivement, c'est le retour qu'on avait, bien plus qualitatif que ce qui se faisait chez FWA. Sauf qu'on n'était pas reconnu officiellement par FWA, et donc on était un peu dans notre coin, on n'était pas rémunéré pour ça, ou très peu. Et bref, c'était au lance-pierre, mais on n'a pas lâché, on a continué de faire du contenu, continué de faire des séminaires, plein de choses qui plaisent. On a fait des quiz, on a fait plein de choses très ludiques. Et jusqu'à ce que, très récemment, encore il y a quelques mois, FWA change ses pratiques, change ses équipes, et se rendre compte qu'en fait, ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est très bien, c'est ce qui marche le mieux, et que tout le reste, eux, qu'ils avaient mis en place, commençait à péricliter un petit peu. Leur communication, je parle, leur formation, au contraire, s'est améliorée de plus en plus, et c'est devenu vraiment génial. Et voilà, aujourd'hui, Marketplace est officiellement partenaire de FWA, on travaille côte à côte, et en plus de ça, à titre personnel, je suis responsable des ambassadeurs, donc des personnes qui représentent la communication et le trading sur ces entreprises-là. Cool. Voilà. Ouais. On a vu que tu travailles avec Dorian Abadi. Oui. Donc qui est, pour situer, qui est intervenant chez BFM Business et ancien analyste chez XTB. Oui. C'est ça ? Chef analyste, oui. Comment vous vous êtes rencontrés ? Lui, il était directement, donc c'est FWA qui l'a amené. D'accord. Et cette histoire est intéressante, c'est-à-dire que tout est une progression petit à petit. Aujourd'hui, FWA, c'est quelque chose d'unique dans le monde du trading, c'est-à-dire qu'en général, il y aura plein des formations, hein, soyons honnêtes, il y en a plein. Bon, pas toutes de cette qualité, mais la plupart des formations vont rediriger vers des courtiers. Ils vont dire, allez chez tel courtier, vous aurez des réductions, des pourcentages, etc. Là, ce qui se passe, c'est que notre formation et nos outils, surtout on a des logiciels très poussés, sont tellement bien que c'est des courtiers qui recommandent notre formation. Donc sur des courtiers internationaux avec des centaines de milliers de visiteurs, il y a un onglet FWA. Et tout le travail que j'ai fait en amont n'a pas servi à rien, et je ne le savais pas, il y a 2 ans, j'aurais jamais pu savoir que ça arriverait. Mais maintenant, tous les clients qui arrivent de ces courtiers, ils vont chez Marketplace. Voilà. Et Dorian Abadi, c'est la même chose. Maintenant, on est assez proches, on peut échanger, etc. C'est une personne qui a de renom et qui a plein d'expérience. Et même, il y a un autre formateur qui est moins médiatisé, mais qui est tout aussi impressionnant. Et pouvoir s'asseoir sur une table, discuter
avec des millionnaires. Millionnaires, ça fait rêver, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste voir l'état d'esprit et les solutions qu'ils ont mis en place. Pouvoir être au resto avec des gens comme ça, c'est assez incroyable, c'est très formateur, très fédérateur. Et puis, j'ai perdu un peu le fil, excuse-moi. Ah ouais, non, mais ça s'est fait petit à petit. Oui, d'accord, parce qu'il a rejoint FWA et parce que j'ai pas lâché et parce que The Marketplace s'est développé et est devenu partenaire. C'est plein de concours de circonstances en fait. Oui. Petit à petit, à force de faire ça. des choses, il y a des choses qui arrivent en fait. Et c'est parce que mes associés, il y a 2-3 ans, ont rejoint cette entreprise pour se former au trading finalement. Ouais. Et c'est parce qu'on s'était séparés d'Icon et c'est parce que, voilà, on peut remonter très loin. Bon, c'est cool. Je te propose de passer à un sujet d'actualité. Okay. Je vais te donner un chiffre et tu vas essayer de... Tu as 3 essais pour essayer de deviner à quoi ça correspond. Le chiffre, c'est 1,2%. C'est le nombre, la répartition des richesses mondiales ? Non. 1,2% détient... Non. Ok. C'est très centré. Pour te donner un indice, c'est sur 2 entreprises en particulier. C'est vraiment un fait d'actualité. Ah oui, ok. D'accord. J'allais dire c'est le pourcentage d'entrepreneurs en France ou autre, mais 1,2% sur 2 entreprises en ce moment. Je vais manquer d'idées, je crois. Ok. Je t'aide un petit peu, je te donne la réponse. C'est une bonne aide alors. Ouais, moi je te donne la réponse carrément. Le 12 novembre, Nike a annoncé qu'ils enlevaient leurs produits de la plateforme d'Amazon. Ok. Parce qu'ils souhaitaient se recentrer sur la vente directe et surtout pour lutter contre la contrefaçon. Oui. Et en fait, 1,2%, ça correspond à la valeur boursière qu'a pris Nike suite à cette annonce. D'accord. Ce que je trouve intéressant, puisque Nike se retire d'Amazon et ils prennent en valeur boursière. Et Amazon a perdu suite à cette annonce 0,5%. Du coup, ça nous amène à parler de plusieurs choses. Alors pour rappel, Nike, c'est une entreprise valorisée à 32 milliards et Amazon, 800 milliards d'euros. Donc c'est des gros groupes énormes. Et de toute façon, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Par rapport à ça, on a interrogé des gens. On est allé faire un petit tour dans le campus, on a interrogé des gens. Et je t'invite à écouter ce qu'ils nous ont répondu. Est-ce que tu as déjà utilisé Amazon ? Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. Oui, plusieurs fois. Est-ce que tu achètes des chaussures sur Amazon ? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Non, pas de chaussures ni de vêtements. Des chaussures ? Non, jamais. Non, parce que les chaussures de marque qu'on achète, c'est mieux de les acheter sur des magasins de marque. Amazon, c'est plus pour acheter des bricoles. Je préfère les essayer. Et sur Amazon, c'est pas possible. Est-ce que tu regardes la provenance de tes achats ? Non. Jamais ? Non. Absolument pas. C'est pas quelque chose que je prends en compte dans mon achat. Je vais prendre en compte le prix, je vais prendre en compte le temps de trajet, le temps de livraison, mais pas la provenance de l'achat. Rarement, parce que je me dis que ça arrivera chez moi, donc... Après, je veux pas que ça mette 3 mois à arriver, donc oui, tout ce qui est Chine, etc., voilà. Mais je sais qu'en général, ça vient d'Europe, des États-Unis, donc... Ce qui est intéressant pour toi dans la provenance des achats, c'est juste le temps de trajet ? Ouais, c'est plus le temps, en fait, que je regarde. Le plus vite ça arrive, je suis plus contente. Ça dépend des articles, mais non, le plus souvent, non. Nike a décidé de quitter Amazon, parce que sur Amazon, entre autres, il y avait trop de contrefaçon de Nike. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Personnellement, moi ça ne m'impacte pas parce que sur Amazon je commande que des choses un peu technologiques, Apple, etc. Mais déjà pour moi Amazon, je savais pas qu'il y avait des contrefaçons. Ouais. C'est vraiment étonnant. Je pensais vraiment que c'était fiable. Et pour moi c'est totalement normal qu'ils quittent Amazon s'il y a des contrefaçons. Parce que moi c'était plus par exemple un site Alibaba où ils pouvaient avoir plus de contrefaçons. Mais Amazon, franchement je savais pas. Ça leur enlève des parts de marché. Donc c'est clair que c'est une bonne initiative. Honnêtement, pour les contrefaçons, si, c'est vrai que je peux comprendre qu'ils soient partis, mais oui, on fait pas assez attention, c'est vrai, c'est dommage. Je pense que c'est quand même nécessaire pour une entreprise d'éviter la contrefaçon au maximum. Donc à partir du moment où le partenariat il engendre des contrefaçons, je pense sincèrement qu'il faut mettre fin à ce partenariat, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Donc moi ce que j'ai cru comprendre en fait dans tout ce que les gens ont dit, c'est que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés à la contrefaçon, en fait, en règle générale. Oui. Et notamment quand on a affaire à des groupes comme Amazon, qui sont des énormes groupes, on se dit, mais c'est tellement gros, on est obligé de leur faire confiance. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je suis assez surpris des retours là qu'on a entendus. Pour moi, au contraire, Amazon, c'est presque vraiment assumé
que c'est de la contrefaçon. C'est-à-dire que on sait, alors ça dépend bien sûr des achats. Amazon, il y a tout en fait, c'est une marketplace, donc on peut pas faire de vérité générale. On peut avoir des acheteurs, des magasins, des marques directement sur Amazon, comme on peut avoir aussi des distributeurs indépendants. Donc il y a de tout. Par contre, en tant qu'internaute aujourd'hui, on a tendance à comparer, chercher, etc. C'est là où je suis surpris, c'est que quand on a cette démarche de rechercher justement soit le moins cher, soit celui qui arrive le plus vite, soit le mieux, bah on sait qu'à ce moment-là, on commence à faire jouer la concurrence et que généralement la concurrence qui gagne, bah, c'est celle qui est la moins chère et souvent celle qui est la plus loin. Donc assez surpris. Alors, je sais pas si tu as une question en particulier. Ouais, j'ai une question. Ouais. J'attendais de voir si tu voulais développer. J'ai une question. Est-ce que tu penses que le fait que Nike sorte d'Amazon à cause de ça, et je pense aussi en partie, peut-être même si c'est pas assumé, mais en partie parce que d'un point de vue éthique, c'est compliqué. On va en parler un petit peu après. Est-ce que tu penses que c'est annonciateur d'une tendance et qu'il y a d'autres groupes qui vont suivre la tendance ? Je pense. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Amazon, il y a plusieurs éléments de réponse à nouveau. C'est une tendance, pourquoi ? Parce que Amazon est né à une époque où il n'y avait pas ce qu'il fallait pour vendre en ligne, il n'y avait pas tous les outils nécessaires à ça, et donc ils ont rendu service à énormément de gens et à énormément d'entreprises. Très bien. Donc ils ont pris pas, ils sont développés comme ça. Maintenant, Amazon, je pense, va beaucoup plus s'orienter sur des produits, des petits gadgets ou des choses du quotidien, même de la nourriture, etc. On a vu, enfin bref, dans l'alimentaire, je crois qu'il y a un projet de rachat pour Carrefour, peut-être. Je veux pas dire de bêtises. Ah oui, d'accord. Mais il me semble que ça a au moins été étudié. On voit qu'ils rentrent dans un système beaucoup plus quotidien. Et pour les achats justement de type marque, de type, les achats qui sont peut-être un peu moins, juste moins quotidiens, ceux qu'on réfléchit, des vêtements, etc. Aujourd'hui, Amazon n'a juste plus de valeur ajoutée pour ces marques-là, parce que n'importe quel commerçant digne de ce nom a un site en ligne aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une boutique en ligne, n'hésitez pas. Mais n'importe quel commerçant qui fonctionne bien, et évidemment, d'autant plus ces grandes marques, ont elles-mêmes leur propre logistique, elles ont elles-mêmes leur propre site qui est optimisé aux petits oignons, qui va bien vendre. Donc bien sûr, elles vont économiser des marges, elles vont économiser énormément de choses en vendant elles-mêmes. Est-ce que tu penses que c'est juste logique. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises qui sont dans un peu dans la même situation que Nike peuvent faire ce qu'a fait Nike, ou est-ce que tu penses qu'il faut être un groupe qui pèse 32 milliards pour pouvoir faire ça ? Ça dépend des proportions de vente et surtout de la communication. Il y a tellement de paramètres. Si vous avez basé votre communication sur pas grand-chose, et je pense que c'est risqué de sortir d'Amazon. Parce sur que c'est Michael Jordan, par exemple. Non, mais sans parler de Nike, si vous vendez des produits avec une communication et du contenu, encore une fois, qui n'est pas assez solide derrière, Amazon, c'est ce qui va un peu vous sauver la vie sur vos ventes en ligne. C'est ça qui va tout faire. Parce que les gens vont vous découvrir via Amazon. Par contre, si vous avez derrière une image de marque qui est forte, pas forcément besoin d'avoir 32 milliards, mais juste une image de marque qui est forte, et c'est le réflexe qu'on a tous aujourd'hui. Quand on fait une recherche, un produit ou quelque chose qu'on aime bien, en général, on va sur le site internet de ce produit-là. On va pas chercher sur Amazon. On se sert pas encore aujourd'hui d'Amazon comme on se sert de Google. Ça viendra, je pense. Ça viendra quand on aura besoin de produits du quotidien. Oui. Mais pour l'instant, quand on cherche un produit d'une marque spécifique, on va sur son site internet à elle, et on est frustré si on peut pas l'acheter sur son... Enfin, ça nous demande de changer d'onglet, c'est vraiment un effort incroyable. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Du coup, donc, c'est plutôt... Tout le monde pourrait, à partir du moment où on a une image de marque solide et qu'on ne dépend pas d'Amazon sur ses ventes. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est plutôt Amazon qui a besoin des entreprises ou l'inverse ? Oui, je pense clairement Amazon a besoin d'entreprises. C'est leur dynamique de rachat, c'est leur dynamique d'implantation partout. Et je pense que stratégiquement, ils font quand même de très bonnes choses, Amazon, éthiquement beaucoup moins. Mais stratégiquement, ils font ce qu'il faut pour anticiper cette vague. C'est-à-dire qu'ils anticipent que les entreprises n'auront peut-être plus besoin d'eux. Et ils vont se positionner, par exemple, beaucoup plus Amazon sur la logistique. Ils vont peut-être juste servir de relais logistique, mais pas du tout finalement de marketplace. Ils vont se mettre aussi beaucoup plus, par exemple, sur le service, sur la vidéo à la demande, sur des rachats d'entreprises et sur des produits du quotidien. On peut acheter ses pâtes sur Amazon. Voilà. Donc, la vidéo à la demande, tout ça, c'est tous les services, les livres, tout ça, c'est pas pour rien. Tu nous parlais d'éthique. Pour un emploi créé chez Amazon,
Le commerce de proximité, on a perdu 2,2 selon Oui. une étude du secrétariat Oui, c'est d'État assez récent, au ça. numérique. Mm. C'est Mounir Majoubi dans son étude d'ailleurs qui explique ça et qui dénonce aussi le traitement des employés chez Amazon, qui les traite comme des robots, etc. Ouais. On voit aussi qu'Amazon a ouvert une plateforme logistique quasiment entièrement robotisée. Oui. Même des magasins, je crois que c'est aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, mais on a carrément des magasins où il n'y a même plus d'employés. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tuer l'emploi, ça devient nécessaire au nom de l'innovation ? Est-ce que... C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est l'innovation qui tue l'emploi. Et ça, je vais être très cash, je m'en fiche complètement de la perte. Je parle bien juste de la perte d'emploi. Pour moi, la question éthique, elle est pas là. C'est naturel, évidemment, quand on a inventé l'électricité, ceux qui allumaient les réverbères, ils ont disparu. Là, on est en train de se plaindre des nombres de caissiers et caissières qui sont en train de disparaître. Bah oui, mais derrière, on a des services qui arrivent. Il n'y a juste plus besoin de ton métier, en fait. Mm. Et pareil pour les taxis. Il n'y a juste plus besoin de taxis. Et Oui, quand, on a Uber, on a oui, Hitch, on a... quand toutes les voitures seront automatisées, les gens n'achèteront même plus de voitures. Il y aura juste des voitures qu'on va emprunter, voilà, telle gamme, tel moment, telle durée pour faire un trajet d'un point A à un point B sans avoir besoin de refaire le point B au point A. Il y a plein de choses qui vont changer comme ça. Donc la disparition d'emploi, elle est juste normale. Je dirais même si on va plus loin que, pourquoi pas, avec revenu universel et le développement en fait de notre société, s'il n'y a pas d'effondrement trop vite, on devrait carrément ne plus avoir d'emploi, je pense. Et c'est pas juste le fait d'être entrepreneur qui me fait dire ça, c'est vraiment logiquement. C'est le but, en fait, presque. Oui, on devrait passer beaucoup plus de temps sur la créativité, de la consommation, de la création de valeur, que sur des emplois, on en parle, des bullshit jobs, etc., qui servent finalement pas à grand-chose. Là où la question éthique, elle est vraiment par contre pour Amazon, c'est justement le traitement de ses employés. J'avais été concerné directement dans ma famille, et éthiquement aussi en termes d'environnement. Le fait qu'il y ait des robots, que tout soit automatisé, c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est une bonne chose, c'est les choses qu'ils envisagent. Mais par contre, ils n'assument pas leurs services, ils n'assument pas déjà leurs impôts. Ça, pour moi, c'est intolérable. Ce qui est intolérable aussi, c'est que la France, par exemple, continue de les soutenir. Pour moi, une entreprise qui ne paye plus ses impôts, très bien. On ne peut pas l'imposer au bout d'un moment. Évidemment que c'est des grandes puissances, qu'il y a des lobbies, etc. Mais dans ce cas, très bien, on leur coupe l'eau, on leur coupe l'électricité, ils n'ont plus accès aux services vu qu'ils ne les payent plus, par exemple. Bref, donc il y a une espèce de soutien là-dedans, d'engrenage dans un truc qui va pas, et puis même écologiquement, on sait que leurs livraisons sont pas optimales, on sait que quand on livre un produit défectueux, je sais pas si vous le savez, mais ça a été révélé il y a quelques temps, si jamais, tous ceux qui renvoient leurs produits, on imagine qu'ils sont échangés, etc. Mais en fait non, ça leur coûte plus cher à Amazon de reprendre le produit, de le remettre en stock, etc. Et leur considérer de le reformater pour qu'il soit revendable à nouveau, plutôt que de le jeter en fait. Donc il y a plein de produits neufs, parfois même pas ouverts, qui sont jetés, brûlés, juste pour satisfaire la logistique d'Amazon. Ça, c'est un vrai problème. Ce qui nous amène à une chose qui est intéressante. Le prochain énorme marché, je pense, ce sera le traitement des déchets et l'anti-gaspillage. Même si ça a déjà commencé, mais le traitement des déchets de manière globale, je pense que ce sera un marché monstrueux dans les prochaines années. Je ne sais même pas si ce sera un marché, on est complètement dépassé par ça. On s'en rend pas compte là dans notre petite vie confortable, mais je ne sais même pas si on pourra dire que ce sera un marché, parce que... Bah, c'en est déjà un, quand on... Oui, là c'en est un. Parce que là, pour l'instant, on s'en contente, on trouve des petites solutions, on arrive à le monétiser, etc. Mais c'est soit on arrive à faire un peu la blue economy, si vous pouvez chercher sur Google, donc une économie un peu circulaire où les déchets sont réutilisés, etc. Et ce ne sera pas vraiment un marché en soi, c'est plus un mode de fonctionnement de la société. Soit on arrive à faire ça, soit on sera juste saturé de déchets et on n'y arrivera pas, même avec toutes les entreprises qui s'y mettent, ce ne sera pas possible. Donc il faut changer plus en profondeur plutôt que traiter. On parlait tout à l'heure de le fait de tuer les emplois en disant que c'était pas grave, et je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas très grave de tuer les emplois, c'est même la logique des choses. En fait, on voit que WhatsApp aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut 20 milliards de dollars et elle a 32 employés. Bon, heureusement que les manifestants dans la rue ne nous entendent pas. Ouais. Mais tuer l'emploi, oui, voilà, d'un point de vue réaliste, d'un point de vue d'entreprise et de logique d'entreprise, en fait, tuer de l'emploi, c'est normal. Le problème, c'est pas qu'il n'y a plus d'emploi. Le problème, c'est que les gens n'ont plus rien à faire quand ils n'ont plus d'emploi et qu'ils n'ont plus de ressources. Oui. C'est pas un problème d'emploi, en réalité. Les gens, s'ils pouvaient se passer de travailler mais vivre décemment, ils se passeraient de travailler. En vrai. Oui. Je sais plus pourquoi je voulais te dire ça. Ça me fait rebondir et
pour inciter les gens à tester l'entrepreneuriat, ou au moins à faire un projet, je me rends compte, je me suis ennuyé pour la première fois il n'y a pas très longtemps, ça faisait des années, parce que je faisais beaucoup trop de projets en même temps, et c'était un peu mon problème aussi, du coup il y en a qui me périclitaient un peu. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis ressaisi un peu, je me suis recentré, j'ai abandonné certaines choses pour me concentrer sur ce qui me plaisait plus, ce qui rémunérait le plus, etc. etc. Et du coup, il y a un moment où j'avais fini tout mon travail, j'ai commencé à m'ennuyer. Bon, raisonnablement, bien sûr, on peut toujours aller au ciné, lire, j'ai fait plein de trucs. Mais je me suis dit, mais c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, mais que font les gens, 99% des gens du coup, qui n'ont pas de projet. C'est-à-dire qu'eux, ils ressentent ça tous les soirs, et ils sortent, ils vont boire un coup, ils vont au ciné, et très bien, ils font leur vie, ils se distraient. Mais c'est là où je me suis dit, c'est un décalage en fait, et je pense que si on ne s'occupe pas avec un projet, avec un truc qui nous motive, avec un truc ambitieux, même quelque chose qu'on met des années à faire, ou même si c'est juste faire un potager, enfin bref, faire un projet, je veux dire un projet ça peut être n'importe quoi, hein, très simple, mais quand on voit que les gens n'ont pas de projet, qui sont sur Netflix, et vraiment, moi je trouve ça triste, et bah c'est tout en fait, je trouve ça triste, c'est un être humain pour moi qui est pas à son plein potentiel et qui est en train de devenir une soupe qui consomme et qui consomme et qui fait rien. Et ça, je trouve ça incroyable. J'ai du mal à comprendre que certains peuvent vivre ça plus de 3-4 jours de suite. C'est marrant parce que souvent les gens ont l'impression, alors les gens, hein, c'est très global, mais les personnes, j'entends souvent dire j'ai pas le temps. Oui. En fait, on a en vrai, alors à moins d'être effectivement dans des postes de direction où tu passes 12 heures de ta journée au travail. Et quand bien même t'as le temps encore. Ouais, et quand bien même t'as le temps, on a tous du temps en réalité. La question c'est à quoi tu veux consacrer ton temps. Oui. C'est plutôt ça en fait. Et si tu veux consacrer ton temps à regarder Netflix, bien, mais dis pas que t'as pas le temps de faire autre chose. Et voilà, c'est ça. Mais il suffit de faites le travail là dans votre tête, décomposez 24 heures, soyez large, dites ok je dors 8 heures par nuit, même 9 si vous voulez. En plus on sait que généralement c'est moins. Je travaille 7 heures par jour, bref si vous avez une vie assez classique, je me prends tant de temps pour manger, pour cuisiner, pour ci, pour ça. Et vous voyez que même en déduisant tout ça, même en comprenant vous mettez 2 heures de loisirs dans la journée, 1 heure pour voir des gens, vous remarquez que sur 24 heures quand même, à la fin de votre journée, il vous reste ne serait-ce que 2-3 heures pour faire un truc. Mais les gens ils n'utilisent pas, ils font 2-3 heures en plus de distraction, 2-3 heures en plus de Netflix. Et en plus maintenant avec les téléphones on peut voir comment ça s'appelle la veille ou enfin bref l'équilibre technologique. Voilà, vous pouvez voir le temps passé sur votre écran, le temps d'écran et le tout temps ça. sur Facebook, sur des jeux, etc. Ça fait réfléchir. Ouais. Aujourd'hui en moyenne les Français passent 27 minutes par jour sur YouTube. Mais pourquoi pas, ça peut être très bien. YouTube, et j'adore YouTube vraiment, on apprend énormément de choses, il y a plein de chaînes super. Mais oui, on peut se dire bah tiens 27 minutes ça devrait suffire. Mais on sait que c'est pas le cas, on sait que c'est les gens qui font monter la moyenne, ils sont là justement à regarder 3-4 heures tous les soirs. Ouais. Carrément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, pas forcément, si ce n'est que testez, faites des choses, sortez de... Bon, c'est une phrase un peu bateau, sortez de votre zone de confort. Ouais, mais... c'est un peu la question qu'on voulait te poser à la fin, ouais. C'est si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais ? Que s'il ne le fait pas, déjà, rien que ça, continuer sa vie et un jour avoir des regrets, c'est juste con, parce que tu as toute ta vie pour faire ce que tu veux faire, donc c'est con de te mettre des regrets toi-même, ils seront dus juste à toi-même, et surtout tu passes à côté de choses mais tellement incroyables, ma vie elle a tellement changé depuis 6 ans, et j'ai à peine commencé, c'est ça qui est ouf, moi je suis dans une démarche et un cadre de vie que je trouve exceptionnel. Évidemment j'ai la chance avec mes parents etc, ça m'aide beaucoup, mais au-delà de ça je me rends compte de plein de choses, j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses, je vis à 100%. Ça a l'air très caricatural peut-être ce que je dis, hein, mais c'est vraiment le cas, le fait de pouvoir sortir en semaine, le fait je réponds à des clients à 23h à dimanche, je m'en fous en fait, je fais les choses par passion. Je peux passer des heures au téléphone pour régler un problème informatique ou je ne sais quoi. Mais c'est du plaisir parce que je résous des problèmes, j'avance, c'est un de mes projets. J'ai une sorte de guide en fait, un guide que je me suis construit, des objectifs, des choses à faire. Et j'ai encore... là j'ai des objectifs jusqu'en 2032, si je ne me trompe pas, ils sont affichés à côté de mon lit, je les vois tous les matins. Je me fais mon planning de la semaine et
Donc si vous n'avez pas de projet pour les 3 prochains mois déjà, je trouve ça un peu triste en fait. Donc vraiment lancez-vous, juste organisez une soirée, organisez un petit truc, organisez un événement familial, organisez un truc avec vos voisins, faites un document, écrivez une nouvelle, écrivez un slam, faites une vidéo sur YouTube, faites un post sur Instagram, faites un truc, faites un blog, mais faites quelque chose. Super Clément, merci de nous avoir accordé, je crois que ça dure à peu près 1h30, pas loin. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. On remercie l'IFAG de nous avoir prêté la salle, parce que du coup c'est l'IFAG qui nous a prêté la salle et on s'est retrouvés en classe comme à l'ancienne. Oui. Donc merci à toi et, merci à vous. Et puis on retrouvera tous nos auditeurs pour le prochain podcast. On vous laisse la surprise de l'invité. On vous invitera à aller voir sur les réseaux et vous trouverez ça. Merci de votre écoute et merci Clément. Merci.